Et de retour sur le plateau de l'Instant T en compagnie de nos invités. Bonjour Florence Ibanez. Bonjour. Bonjour Delphine Ligavant. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative d'un projet ambitieux, ouvrir une école libre dans le pays de Quimper, à Plonéis exactement, dès de la prochaine rentrée scolaire. Vous allez nous en parler de cette école dans un instant. Nous irons aussi faire un tour dans une école Montessori à l'Armor-Baden, dans le Morbihan, et puis au cœur d'une classe alternative dans un collège de Douarnenez. Mais tout de suite, un petit point sur l'actualité en compagnie d'Éric Revel. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le réseau national France Bleu, 6e radio française en termes d'audience. Qu'en est-il des chiffres bretons? Je pense en particulier à Brézizel et Armorique. Alors d'abord, le réseau France Bleu, c'est 44 locales en France. 44 locales qui vont de Strasbourg à Aix-en-Provence, de La Rochelle à Brézizel, bien sûr. C'est 1500 collaborateurs. Et c'est un réseau qui, comme vous d'ailleurs, on partage les mêmes valeurs, fait de la proximité, de l'info de proximité ou des programmes de proximité, ces valeurs absolues. Et dans cette région qui est chère à mon cœur, parce que ma femme est bretonne, France Bleu Brézizel et France Bleu Armorique aussi sont en progression. France Bleu Brézizel a gagné 1,2 points de mémoire sur le dernier média local qu'on a une fois par an. Donc France Bleu Brézizel est à 8,7% d'audience cumulée, ce qui est un très beau score, parce que au niveau national, France Bleu réalise 7 points, 7,1. Vous voyez, donc France Bleu Brézizel est au-dessus. Et en termes d'auditeurs, ça veut dire que sur une année, de juillet 2017 à juillet 2018, France Bleu Brézizel a gagné 10 000 auditeurs. Donc c'est un beau succès, preuve que la proximité, telle qu'elle est incarnée par Gurvan Musset et ses équipes, a vraiment de l'avenir devant elle. Mais je pense aussi à Gilles Bonbonny, le directeur de France Bleu Armorique. Les réflexions autour de la réforme de l'audiovisuel public font beaucoup de bruit ces derniers temps. Qu'en est-il d'un rapprochement entre les radios France Bleu, donc encore une fois Brézizel et Armorique en Bretagne, et France 3 Bretagne, par exemple? Si vous voulez, il n'y a pas de projet de rapprochement entre France Bleu et France 3. Il y a des groupes de travail qui sont initiés par des sénateurs, des députés, des personnes référentes. Je pense au groupe qu'on appelle CAP 22. Il y a la ministre, bien sûr, de la Culture, Madame Nyssen, qui travaille également. Et puis, il y aura le président Macron et son équipe qui décideront. Nous, à France 3 et à France Bleu, jusqu'au jour où je vous parle, on a travaillé sur des projets éditoriaux. C'est-à-dire savoir si, ici ou là, entre le réseau de France 3 et le réseau de France Bleu, on pouvait travailler sur des émissions politiques communes, structurées, sur des bouts de matinales communes, sur des grands concerts communs. Vous savez, l'une des grandes spécialités de France Bleu, c'est ce qu'on appelle les live bleus. On a la chance d'avoir des Florent Pagny, des Christophe Willem, des Benabar, demain à Poitiers avec d'autres chanteurs, des M. Pokora. Mais selon vous, ça marcherait, ce travail commun? On nous a demandé de travailler là-dessus. Donc il y a un maillage d'hyper-proximité qui est celui de France Bleu, et il y a un maillage un peu plus distant qui est celui de France 3. Donc nous, à ce stade, on n'a jamais travaillé sur des rapprochements entre les antennes, mais on travaille sur des projets qui pourraient avoir un sens éditorial entre ces deux antennes qui, dans leur ADN même, incarnent la proximité. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, et sur rien d'autre. On suivra ça de près en tous les cas pour voir comment ça déclenche de nouveaux projets. L'évolution par le numérique est aussi au cœur des discussions depuis pas mal de temps. De quelle façon le réseau France Bleu travaille et a travaillé pour être bien présent sur le web? Alors, on a vraiment une équipe formidable sur le numérique de France Bleu. Il faut savoir que France Bleu est donc une antenne de Radio France, comme l'est France Inter ou France Info. Mais évidemment, notre valeur, c'est la proximité. Et qu'il y a eu un grand accord qui a été signé sous la présidence de Mathieu Gallet et qui a permis notamment aux gens de France Bleu, aux collaborateurs de France Bleu, qu'ils soient animateurs, journalistes bien sûr, de contribuer en termes de vidéo ou de contenu au numérique de France Bleu. Alors on a eu un outil il y a 2-3 ans qui n'était pas super performant. Aujourd'hui, on peut dire qu'on bat des records sur le numérique mois après mois. Parce que nous sommes le média des 2 premières heures. Parce que le maillage de France Bleu et ses 44 locales fait qu'on est par définition présent, j'allais dire les premiers. Alors peut-être pas avant vous, là, à Brest, mais en tout cas pas loin. Parce qu'on est un maillage très fin. Et grâce au développement d'outils numériques comme des kits vidéo mobiles qui permettent de faire de l'image ou du son, bien sûr, le numérique de France Bleu aujourd'hui se porte très 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 bien. On est à pas loin de 16 millions de vues par mois.
Donc c'est du papier, bien sûr, ce sont des articles, ce sont des vidéos, ce sont des sons ou des images. Donc merci, le numérique de France Bleu se porte bien. Une toute dernière question. 6 candidats déclarés ce mercredi pour succéder à Mathieu Gallet au poste de président de Radio France. Qui soutenez-vous ? Quelqu'un en particulier ? J'ai vu les candidatures comme vous. Sybille Veil, évidemment, qui est la directrice générale actuelle de Radio France, connaît parfaitement bien cette maison. Maintenant, il ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas membre du CSA, ça ne vous a pas échappé. Pour un avis d'homme de radio. Bon, je pense que quand on a mis en place, et c'est le cas de Mathieu Gallet, une structure qui marche bien, peut-être que la continuité est une valeur sûre. Voilà. Merci Éric Revel d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous, bien sûr, et nous suivrons ce dossier avec attention. Un autre domaine qui est souvent impacté par des réformes, l'éducation nationale. Il y a beaucoup à faire du côté des écoles publiques qui voient de nombreux parents se détourner des écoles de la République pour inscrire leurs enfants dans les fameuses écoles dites libres ou alternatives. Des écoles qui prônent une liberté pédagogique, un grand respect du rythme des enfants. Florence Ibanez, vous êtes professeure de français actuellement dans un collège public, mais lassée du système d'enseignement classique de l'éducation nationale. Pourquoi, Florence ? Qu'est-ce qui cloche ? Pour de nombreuses raisons. Pour essayer de résumer, la façon dont on donne à l'enfant un enseignement ne me convient pas. Ça fait 12 ans que je suis enseignante et au fur et à mesure que j'ai pu avancer dans ce métier, j'ai toujours été très très proche des élèves, mais en fait dans le système de l'éducation nationale, on est constamment freiné pour, dès qu'on envisage en fait, de faire quelque chose d'un petit peu innovant. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça commence à bouger. Mais malheureusement, je pense qu'il faudra beaucoup de temps. Et vous voulez gagner du temps. Et moi, alors je voudrais gagner du temps. Parce que je école. pense que depuis de nombreuses années, ce temps, il est gâché. Oui. Et aujourd'hui, en fait, je ne peux pas continuer en me disant que je n'ai pas essayé de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet-là. Alors ce projet, c'est créer une école alternative qui s'appellera la Clé des Champs, qui sera dans le pays de Quimper. Quel type d'enseignement justement sera offert dans cette école ? Elle est pour qui cette école ? Alors, c'est pour des enfants de 3 à 11 ans, tous les enfants, une école laïque, évidemment. Une école dans laquelle on va développer une pédagogie Montessori, freinée aussi, mais on ne veut pas se renfermer dans une pédagogie. Parce que le principe de notre école, c'est de trouver les pédagogies qui vont s'adapter à chaque enfant. Donc, on ne veut pas de gros effectifs. On veut du personnel et on veut avoir cette possibilité-là de prendre le temps d'observer les enfants et de mettre en valeur leur propre potentiel et de trouver la pédagogie qui va être la plus adaptée pour développer son autonomie et son potentiel tout simplement. Alors dès le lancement du projet, beaucoup de parents ont fait part de leur intérêt pour cette école, dont vous, Delphine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous séduit ? C'est la manière de pouvoir apprendre différemment pour nos enfants, de pouvoir... Vos enfants, vous ne les sentiez pas bien dans le système classique ? Mon fils actuellement qui a 8 ans et demi, on sent que c'est compliqué pour lui l'école, il n'est pas forcément épanoui. Et c'est ce besoin justement de pouvoir manipuler, de pouvoir être en contact de la nature. C'est vrai qu'avec le projet de la Clé des Champs, il y a l'idée de créer une mini-ferme, la permaculture, d'être vraiment en contact de la nature. Est-ce que vous avez quand même des petites inquiétudes ou tout vous paraît parfait dans ce projet ? Je suis confiante. C'est sûr que il y a encore des choses à mettre en place, en œuvre, mais je suis confiante au vu de comment avance le projet. Alors, à propos des inquiétudes justement des parents des écoles alternatives, on va écouter le témoignage de la directrice d'une école libre Montessori qui existe depuis 2011 du côté de l'Armor-Baden dans le Morbihan. Elle accueille une soixantaine d'enfants de 2 à 12 ans. Cette directrice s'exprime au micro de Xavier Patrijon.
Souvent, c'est la peur de l'inconnu, pas avoir de système de référence par rapport à la notation des élèves ou par rapport aux travaux écrits qui peuvent être ramenés à la maison, etc. Il faut avoir une grande confiance dans la pédagogie. Elle est très différente, il y a moins de traces écrites, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de notation. Et puis aussi, le système est très différent. On ne peut pas comparer en fait un enfant de 7 ans à un enfant de CE1 du cursus classique. Nous recevons les élèves ici de 2 à 12 ans et ensuite ils intègrent en général les collèges classiques des alentours. L'intégration se passe très bien. Ce sont des enfants qui s'adaptent très bien au nouveau système scolaire. Alors le point commun de ces écoles, c'est forcément l'investissement des parents. Qu'est-ce que vous allez leur demander de particulier? Quel investissement il va y avoir besoin? Alors malheureusement, il y a un investissement financier, puisqu'on ne peut pas être une école privée sous contrat, puisqu'il faut 5 ans d'exercice pour... Combien ça va coûter aux parents par mois? Alors actuellement, on est en plein dans les calculs, parce que ça nous tient particulièrement à cœur d'essayer de faire au mieux pour que les parents aient le moins à payer possible. Donc actuellement, on est sur des mensualités entre 200 et 240 euros par mois. En fonction... Donc ça, c'est pour l'investissement financier, mais il y a aussi un investissement physique, j'ai envie de dire. Oui, effectivement. On a besoin, quand on crée une école hors contrat, d'avoir des bras, d'avoir des personnes avec nous dans le quotidien, ne serait-ce que pour surveiller pendant les moments de cantine, par exemple, être là, être présent dans des moments d'accueil, pour des sorties scolaires, pour des tas de choses, en fait, on a aussi besoin d'avoir les parents. Mais ça peut être aussi à un autre niveau, parce que comme on fonctionne sous forme associative, on a aussi besoin de bénévoles dans le sens où, par exemple, pour aider sur du secrétariat, sur de la comptabilité, sur du ménage, vraiment sur plein de postes différents. Et en fait, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi des compétences, de la volonté de chacun. Mais est-ce que l'investissement financier et justement bénévole assez fort des parents ne va pas couper certains profils de parents et va réserver cette école à une certaine catégorie de parents qui ont les moyens de temps, qui sont disponibles et qui ont les moyens financiers de scolariser leurs enfants? Alors, au niveau, pour le temps, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Donc, chacun fait comme il peut. Et financièrement, chacun fait comme il peut aussi, malheureusement. Sauf qu'actuellement, une école hors contrat n'a aucune subvention et n'a droit à aucune subvention, ni de l'État, ni des communes. Donc, il faut payer les salaires, même si on a une part en bénévolat. Il y a quand même des salariés. On a à cœur, nous, en tout cas dans notre école, d'avoir un personnel qualifié et compétent. Donc il faut les bien rémunérer. À un moment donné, ça a un prix. Je vous coupe un petit peu parce qu'on va avancer un petit peu dans la thématique. Vous n'êtes pas la seule à avoir eu cette idée d'école libre, parce qu'en 2016, 1300 établissements hors contrat ont été recensés en France. 74 000 enfants scolarisés hors contrat à la rentrée 2017. De quoi inquiéter un petit peu l'éducation nationale qui ne demande pas de surveiller de près ces établissements, comme nous l'explique justement une professeure de l'école Montessori de l'Armor-Baden dans le Morbihan. En fait, comme on travaille en fonction de l'intérêt de l'enfant, je ne peux pas vous dire exactement, ils auront tous le même niveau scolaire, ce sera très variable. Ils auront tous le niveau qui est demandé par l'éducation nationale, c'est notre objectif de base pour chaque enfant. Après, en fonction de leur intérêt, il y aura des enfants qui auront beaucoup de connaissances en géographie en plus, ou beaucoup de connaissances en mathématiques. On a été inspecté par des inspecteurs qui sont venus justement hier, donc voilà, on est de toute façon surveillés, je dirais entre guillemets, par l'éducation nationale, parce qu'ils ont quand même des attentes. Mais il n'y a pas d'écoles qui sont reconnues, des écoles Montessori qui sont reconnues en tant que telles. Cette pédagogie n'est pas encore reconnue par l'État. Pas encore, je dis bien. Un jour peut-être, on aura la chance. Delphine, un mot justement pour vous, le fait que l'éducation nationale surveille de près les écoles comme ça vous rassure en tant que parent? Bah oui, et puis j'espère qu'eux, du coup, ils vont pouvoir aussi, à un moment donné... être reconnus. Voilà, et puis se poser, pouvoir s'investir aussi dans ce type de projet, parce que c'est vrai qu'elle se développe de plus en plus en France chaque année, et que
Alors, il y a autre chose qui se développe, et on en parle un petit peu moins, on va le voir ça avec un exemple alternatif, mais au sein d'une école sous contrat avec l'éducation nationale. Depuis le mois de septembre, le groupe scolaire Lamennais de Douarnenez expérimente une classe aux méthodes pédagogiques alternatives. Une vingtaine d'élèves de 5e, 4e et 3e partagent la même classe et travaillent en groupe sur des projets volontaires pour intégrer cette classe. Les adolescents ont des résultats scolaires différents, certains excellents et précoces, d'autres moins à l'aise, mais en recherche d'un cadre moins scolaire. Cette mixité leur permet l'entraide et une progression, comme en témoignent Kylian et Blandine au micro de Frédéric Lorenzon. Par rapport au niveau, je trouve que c'est bien d'avoir mélangé plusieurs niveaux parce que ça nous permet aussi de nous entraider entre nous, de nous entraider parce que chacun a ses idées. Par exemple, Elliot il doit être en 5e. S'il ne comprend pas un exercice, par exemple, au lieu d'aller demander spécialement au prof, il peut nous demander à nous qui sommes en 3e, on pourra peut-être l'aider. Du coup, moi, je suis venue dans la classe parce que je m'ennuyais en fait en cours, d'habitude. Souvent, on n'allait pas assez loin pour moi, je trouvais. J'ai tout le temps besoin que ça bouge. Je ne peux pas rester assis pendant des heures sur une chaise sans rien faire. Donc, quand j'ai vu déjà que aussi, comme Elliot, que la classe s'ouvrait, qu'une classe comme ça s'ouvrait, je pense que c'est aussi une opportunité pour pouvoir avancer tout simplement et sans me sentir obligé d'aller en cours et en sachant que je vais m'ennuyer pendant toute la journée. Alors que là, maintenant, le matin, quand je me réveille, je me dis que ça va être une bonne journée. Voilà donc un autre exemple de classe alternative. On reparlera de ce sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire à nouveau. Merci beaucoup Florence Ibanez et Delphine Ligavant d'avoir été nos invités. Je rappelle que l'on retrouve toutes les infos sur votre projet d'école via notre site internet. Allez, tout de suite, on passe à l'Instant Plus. Et en ce moment, dans le pays de l'Orient a lieu la 10e édition du festival de films Pêcheurs du Monde. Professionnels de la mer, réalisateurs et passionnés se réunissent dans différents lieux de la ville pour des projections, conférences et débats. C'est au marché de Lanester que l'équipe du festival a donné rendez-vous à Xavier Patrijon. Salut, on est à Lanester en plein cœur du marché de la commune et c'est ici qu'on a rendez-vous avec une partie de l'équipe du festival de films Pêcheurs du Monde. Quoi de mieux qu'un étal de poissonnerie pour parler de l'événement? On retrouve Alain Lossan, c'est le président de l'événement. Bonjour Alain. Bonjour. C'est déjà la 10e édition de ce festival festival du film Pêcheurs du Monde, avec toujours cette même envie pour cette 10e édition, mettre en lumière les réalisations du peuple de la mer, c'est un peu ça l'idée? Oui, c'est de confronter en fait le regard des réalisateurs et puis celui des pêcheurs. Mais par pêcheurs aussi, on entend tous ceux qui sont autour de la pêche, comme les poissonniers, les gens qui transforment. Enfin, c'est montrer aussi qu'autour de la pêche, il y a une activité énorme qui fait vivre des gens et puis qui les nourrit. Ça s'en ressent par les 3 thématiques qui ressortent cette année du festival de la programmation. Oui, tout à fait. C'est bien sûr les problèmes généraux de l'état des ressources, des rapports des pêcheurs avec un milieu naturel. C'est le dernier métier qui est confronté directement à ce que la nature produit. Et c'est une confrontation difficile, mais aussi c'est une confrontation passionnante. Bon, c'est un festival qui se passe en grande partie devant des grands écrans, puisque ça se passe notamment lors de projections. C'est depuis ce 19 mars jusqu'au 25 mars. Mais alors que fait-on ici, sur le marché de Lanester ? On a des collaborations avec les communes et donc dans les communes on fait des projections publiques mais aussi des projections scolaires. On l'a fait tout récemment au collège avec un film devant une classe de 6e et puis des animations diverses de façon à ce que les gens découvrent les métiers autour de la mer et découvrent aussi ce qu'on fait du poisson. Voilà. Alors comme ici, sur le marché de Lanester, on est devant un étal de poissons avec le CFA, c'est ça? Voilà, avec le CFA de poissonnier. C'est le seul CFA de formation de poissonnier en Bretagne. C'est un métier qui est intéressant parce que c'est un métier qui débouche en général tout à fait sur un emploi. Alors Pascal Thomas, il est juste là-bas. C'est un peu le responsable de la formation. On va aller le voir. Pascal, c'est quoi la mission du jour? Bonjour. La mission du jour, c'est de faire connaître nos préparations réalisées par les premières bac pro poissonniers et cahiers traiteurs. Je vois, ils s'appliquent bien et tout, pas mal. Hein. Ouais, ils s'appliquent bien, ils ont fait du bon travail. Donc là, la consigne aujourd'hui, c'est de faire des rillettes de poisson. Ouais. Donc, 600, je crois, c'est pas mal. Il y a 600 toasts de prévus pour la matinée. Donc on est bien parti, on a déjà réalisé la moitié à 11h. Donc bien travaillé. Et c'est des recettes libres, hormis la cuisson qui était obligatoire. Ensuite, à eux d'assaisonner selon leur goût, leur choix. Ouais.
et ensuite de faire découvrir aux personnes du marché. Ce qui est bien, c'est que ça fait connaître les métiers. On le voit avec vous, le sujet, il est forcément transgénérationnel. On le voit avec cette nouvelle génération des métiers de la mer juste ici, mais aussi avec les témoignages qui sont récoltés durant le festival. D'ailleurs, dans les rangs de vos bénévoles, Alain, vous avez Jean Tonnerre, vous êtes l'un des membres de l'association. Vous avez un peu plus de 80 ans, c'est ça? Oui, j'ai bientôt 82. Ouais. Donc moi, c'est un métier que j'ai connu de large et tout. Et donc ça me fait plaisir d'apporter mes connaissances de la mer et de pouvoir répondre à des questions de l'époque à laquelle j'ai travaillé. Vous étiez marin-pêcheur, c'est quoi cette envie? Pourquoi cette envie de vous impliquer réellement dans les rangs du festival? C'est un métier, moi, que j'ai commencé, comme tous les métiers, à la base. Et j'ai commandé à 23 ans et demi les chalutiers, à lequel on était 16 hommes. Mais c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vécu à l'époque, disons, du Far West, si vous voulez, parce que tout était libre. Nous allions soit en Espagne, Portugal ou en Nord-Écosse. Donc moi, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Bon, j'imagine Alain que c'est important d'avoir des passionnés comme Jean dans les rangs du festival pour faire changer peut-être le regard aussi sur ces métiers de la mer, d'autant qu'on est dans une ville portuaire, l'un des premiers ports de pêche français, non? Oui, c'est important de donner un regard humain. C'est ce qu'on recherche, c'est pour ça que ça s'appelle Pêcheurs du Monde. C'est pas un festival sur la pêche, c'est un festival sur les hommes et sur les femmes qui travaillent en mer ou qui vivent de la mer. C'est d'abord sur ce regard humain qu'on veut assister et c'est donc important qu'on ait des gens qui effectivement sont actifs. Alors c'est vrai que c'est difficile pour des pêcheurs actifs d'être des bénévoles au festival, donc il y a souvent pas mal de retraités qui s'investissent. Bon, dernière question, c'est la 10e édition du festival. J'imagine qu'il y a des rendez-vous particuliers, des événements à ne pas louper. Alors il y a en particulier mercredi au Cinéville un film assez extraordinaire et exceptionnel puisque c'est le chef-d'œuvre du cinéma muet portugais qui a été récemment restauré et que nous allons présenter en ciné-concert donc au Cinéville à 20h. 37 films dans la programmation, 14 sont en compétition, 20 pays sont représentés et toute une programmation qu'on retrouve sur pêcheursdumonde.org. Merci beaucoup Alain, merci également Jean d'avoir été avec nous. Pauline, je suis sûr qu'on t'y retrouve. Évidemment Xavier. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T aujourd'hui. Moi je vous retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, très bonne soirée en Bretagne. Kenavo.